Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur Bouquet. Nous sommes au Trac aujourd'hui pour la traditionnelle Pitch Party. C'est quoi? On va tout vous expliquer dans quelques instants. 6 projets cette année sont présentés ici au Trac. On est accueillis par le Trac, par le BEP, par Pascaline de Dorlodo. Bonjour Pascaline, bonjour, merci de nous accueillir. Alors, c'est quoi cette Pitch Party? La Pitch Party, c'est un événement qui a lieu une fois par an au Trac, où on a sélectionné à l'avance quelques projets qui viennent présenter devant un panel d'experts composé d'investisseurs, de journalistes et des experts de tout horizon. Avec l'objectif de quoi? C'est du financement derrière ou c'est une présentation de projet? On est des projets qui en sont à quel stade en fait? Donc il y a du financement, mais pas que. Il y a aussi un besoin de booster leur visibilité, d'avoir des retours concrets sur leur projet, de tester en fait leur idée aussi, d'obtenir des contacts, des conseils, etc. Ils sont pas trop stressés? Ça dépend lesquels. On verra ça dans quelques instants, évidemment. Un pitch party qui est évidemment possible grâce à un certain nombre de partenaires. Tu peux nous en parler? Oui, donc on a comme partenaire le Réseau Entreprendre Wallonie, on a Bouquet et puis le BEP, donc le Bureau économique de la province de Namur. Alors, Réseau Entreprendre, Emmanuel Briard, digne représentant de ce réseau. C'est quoi le Réseau Entreprendre? Alors, le Réseau Entreprendre, c'est un groupe d'entrepreneurs expérimentés, je n'ai pas dit vieux, qui donnent du temps et qui sont dans une logique en fait d'échange, ce qu'on appelle l'échange pair à pair, entre un entrepreneur expérimenté et un entrepreneur plus starter. Et voilà, on partage un certain nombre d'expériences. Genre de coaching, en fait, quelque part, de jeunes projets ou de projets naissants? Alors, si je dois bien vous avouer les choses, je pense que ce qu'on partage le plus, c'est toutes les erreurs qu'on a fait, nous, par le passé, et on essaye d'essayer d'éviter ce genre de problème à des plus jeunes entrepreneurs, qu'ils aillent plus vite, d'échanger avec eux. J'aime pas trop le mot coaching dans notre cadre, c'est vraiment un échange. Ça se passe comment? On vient vous voir spontanément ou vous détectez vous, notamment dans ce genre d'événement? Alors ce genre de lieu, c'est l'endroit parfait où on peut repérer des pépites qui vont émerger. Et puis quand ça commence à démarrer, il faut savoir que le but du Réseau Entreprendre, c'est de créer de l'emploi. Donc quand il va y avoir du recrutement à l'horizon, donc ça peut arriver plus ou moins vite suivant les projets, bien c'est là qu'on va intervenir, parce que nous, notre but, c'est de créer des entrepreneurs qui vont créer de l'emploi. Donc pas forcément de détection, vous accueillez tout le monde? Alors si, il y a un principe quand même de sélection, on va l'appeler comme ça, sur base de la maturité du projet, essentiellement, parce que c'est des projets qui viennent de tout style, de tout type d'entreprise. Mais oui, il y a quand même une sélection. Ce genre d'événement, voir des jeunes projets, pas forcément des projets portés par des jeunes, c'est parfois aussi des jeunes projets, des projets naissants, ça inspire. C'est quoi le sens de soutenir ce type d'événement pour le Réseau Entreprendre? Alors, moi, à titre personnel, en tout cas, je repars avec beaucoup d'énergie en général, des idées, des contacts, on en prend également. On apprend des choses. Dans ce partage entre un entrepreneur expérimenté et un starter, les deux apprennent, en fait. Et c'est peut-être l'après-présentation et l'après-auditoire qui est plus important que pendant l'auditoire. On se dit des choses autour d'un verre, autour d'une table ronde. Les deux sont importants. Il faut laisser la place au pitch. Et puis il y aura après. Justement, les pitchs, on va justement leur laisser la place. Merci Emmanuel Béard. On se retrouve tout à l'heure pour le petit débrief de cette émission. 3 projets présentés donc dans cette première émission. Si vous tombez sur cette émission, sachez qu'il y en a 2. Une deuxième avec 3 autres projets. Évidemment, le projet Suditaire, le projet Finki et le projet Volterra. On va justement commencer avec Jorel Tchana du projet Suditaire. Sous vos applaudissements, évidemment. Alors Jorel, venez donc, vous avez 5 minutes, vous connaissez les règles, 5 minutes pour présenter votre pitch, pas une de plus, pas une seconde de plus, dites-moi. Alors, vous pouvez donner un cadeau en public, oui, j'ai pas de souci. Alors, distribution de cadeaux. C'est gentil, ça. Oui. Ouais, c'est sympa, Des beaux cadeaux, en plus. Je ne sais pas si ce sont des beaux cadeaux, mais ce sont en tout cas des cadeaux. Voilà, Jorel, peut-être juste avant de commencer, c'est quoi ces cadeaux? Bonjour, aujourd'hui, ce que j'ai présenté au public, c'est ce qu'on utilise déjà dans des restaurants. Et donc, c'est une démo en même temps qui aura lieu avec le pitch.
Parfait. Eh ben c'est parti pour votre pitch. On Vous attend avez 5 juste, minutes. le slide, peut-être. La parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Jorel Chana, cofondateur de Suniter. Laissez-moi vous raconter mon histoire avant d'aller dans le vif du sujet. J'ai fait 5 ans d'études en comptabilité de gestion. Pendant ces 5 ans, j'ai travaillé en tant que serveur du côté d'Ostende, Charleroi et Louvain-la-Neuve. Une fois cela terminé, j'ai un CDI en comptabilité et je me dis, il faut que j'achète un appartement. À ce moment-là, je me dis, il faut un flexi-job pour des frais de notaire. Et je me dis, mais c'est bizarre. Peu importe où j'ai été, restaurant, comme ville, j'ai les mêmes frustrations. C'est-à-dire, problème de clients. Des clients qui attendent super longtemps dans des restaurants pour être pris en charge, des serveurs qui courent partout sous la pression des managers et des clients, et la cuisine qui n'arrive pas à suivre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans des restaurants. Ensuite, je rencontre Kevin, un ami d'enfance qui est en cybersécurité. Il me parle de la même problématique en tant que client. Et on se dit, mettons de force ensemble. Tu ramènes la technologie, moi je ramène le savoir-faire. Et comment ça se présente, la solution, concrètement? Comment la solution se présente concrètement? Elle permet au restaurant, à chaque client dans un resto, d'être pris en charge dans les 10 minutes, aux serveurs d'augmenter leur performance de plus de 30% et de diminuer les coûts opérationnels du restaurateur de moins de 30%. Concrètement, comment ça marche? Vous voyez, dans le public, il y a un monsieur qui a le bouton en bois, qui, sur une table, au lieu de lever la main s'il ne voit pas le serveur, peut notifier le serveur de son besoin. Et le monsieur derrière en bleu, lui, il fait office de serveur. Et donc, peu importe où il se trouve, il reçoit la notification de la table indiquée. Je vais passer, puis on va raconter concrètement comment ça vient. Et donc, ça permet en fait de mettre l'humain, le serveur, au centre de l'attention. Car aujourd'hui, dans un restaurant, le serveur est primordial pour faire le lien entre la cuisine et le client. La plus-value qu'on a aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 32% de plus de revenus parce qu'on travaille déjà avec des hôtels tels que Van der Valk, Novotel et d'autres restaurants indépendants. Et à ce moment-là, notre solution, comment elle est plug and play. En 3 semaines, tout est installé, c'est du SaaS et du hardware. Aujourd'hui, en Belgique, il y a 32 000 hôtels-restaurants, dont 23 000 restaurants indépendants, 8 000 hôtels. Mais nous, ce qu'on cible dans ces 32 000, c'est 17 000 hôtels-restaurants. Pourquoi? Parce que les caractéristiques de notre cible sont minimum 40 tables, des rooftops, des terrasses, des resorts et peut-être des compartiments qui ont des restaurants qui ont plusieurs compartiments. À l'horizon 2030, on veut atteindre 2% de cette taille de marché, c'est-à-dire 640 clients. Ensuite, on va s'étendre. Comment ça se passe aujourd'hui? Il y a 2 abonnements. L'abonnement pour le digital, qui peut être lié aux caisses enregistreuses, qui est de 300 € par mois, et pour le physique, qui est de 250 € par mois, avec des frais d'installation de 500 € hors TVA en une fois. La concurrence qu'on a aujourd'hui, on n'en a pas une concurrence directe. On a des concurrents indirects qui sont déjà les caisses enregistreuses, les POS, ou bien les talkie-walkie et autres. Notre valeur ajoutée, on pilote l'opération au sein du restaurant. Les caisses enregistreuses, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en fait tout ce qui est digitalisation, après et avant le resto. Nous, c'est pendant le resto, car il n'y a pas de solution aujourd'hui qui permet d'aller plus vite à ce niveau. L'équipe, donc c'est moi qui fait office de BizDev, Étienne qui fait office de stratégiste et Abdoulaye qui est le CTO. Les clients qu'on a aujourd'hui, les clients phares, on en a 13 en tout. On a le Van der Valk, le domaine de Haute-Fagne, le Novotel, la Cour des Dames, et en cours de négociation, le Marriott, le Martins et le Hilton. Pourquoi collaborer avec Lightspeed, Solutions et Restomax? Ça nous permet de scaler plus vite. Ils sont déjà dans la restauration, c'est des gros acteurs de ce domaine. Et ils nous ouvrent une clientèle à ce niveau-là. Nous, aujourd'hui, on a besoin de lever 100 000 €. Pourquoi? Parce que notre système d'acquisition se fait principalement sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut des sales pour couvrir plusieurs zones en même temps. Et donc, avec 100 000 €, on engage 3 personnes, et les autres 20% seront beaucoup plus par protection intellectuelle et du marketing. Car le marketing permettra de supporter le travail des sales terrain. Voici en fait comment se présente le plan financier et l'EBITDA à l'horizon 2030. En fait, avec 683 clients, comme je disais, avec les 2% à l'horizon 2030, on arrive à 3 millions de chiffres d'affaires. Et ça nous permet, avec peu de ressources, avec peu de main-d'œuvre, à avoir un EBITDA de presque 2 millions à l'horizon 2030. Donc merci si vous avez des questions.
Merci, je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, j'aurais le première impression de ce pitch en sortie. Stressant comme exercice. Hein. Oui, parce qu'au début, je ne savais pas que le micro pouvait être, on va dire quoi, mobile. Sinon, très très bien. Franchement, au début, c'était un peu stressant, mais après, on se sent à l'aise avec le public qui nous encourage. Et donc, il y a des beaux regards, des regards amicaux, et donc c'est parfait. Et des regards intéressés, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a une première réaction dans le public peut-être Mais voilà, on va vous donner le micro et vous laisser vous présenter avant tout. Oui, bonjour. Simon Moreau, moi je travaille chez iFactory. On développe donc on développe pas mal de solutions pour les entreprises, pour les startups et notamment dans l'intégration de l'IA. J'avais 2 remarques à faire, une remarque et une question. Bien sûr. La remarque, c'est que j'ai travaillé dans l'Horeca avant, donc j'ai eu des restaurants et des bars, et donc il y a une déprofessionnalisation des acteurs, c'est-à-dire on utilise beaucoup d'étudiants ou de personnes non formées, et donc je pense que ta solution est très intéressante parce qu'en fait elle vient professionnaliser d'un certain côté, donc prioriser, donner des priorités aux serveurs, ça c'est très très bien. Maintenant, des projets comme le tien, je vois que le tien est bien abouti, déjà sur le marché. J'ai une question pour toi. Nous, au sein de notre boîte, on a déjà accompagné 2 projets identiques au tien, où on venait faire des QR codes avec des envois aux caisses enregistreuses. En quoi est-ce que tu te démarques de ces concurrents-là? Très bonne question. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, on se distingue en fait par l'aspect humain. Les QR codes aujourd'hui qui vendent directement en cuisine, prenez un contexte. C'est un comptable qui commande au QR code au même moment. La cuisine, comment elle fait pour s'en sortir s'il n'y a pas de lien entre les deux? Et nous, en fait, on responsabilise le serveur. C'est-à-dire qu'avant d'aller à la cuisine, le serveur doit d'abord approuver la demande ou bien aller vers le client pour savoir ce qu'elle veut. Car les QR codes, quand on se trompe de commande dessus, c'est foutu. Et donc nous, c'est vraiment le cœur du métier de sensibiliser et de responsabiliser le serveur. Ça va, la réponse vous... Parfait. Ok, parfait. Une autre question ou remarque dans le public? Oui, Pascal Lemens, moi je suis un ancien entrepreneur et, comme je dis, pensionné mais pas retraité, donc j'essaie de partager mon expérience de 25 ans d'entrepreneur. Je suis assez surpris quand vous citez d'avoir 32 000 potentiels clients sur la Belgique et de dire je ne vise que, entre guillemets, 2% des clients. Est-ce que c'est pas un petit peu ambitieux? Non, c'est peu ambitieux aujourd'hui avec l'équipe actuelle. Une fois qu'on arrive à lever des fonds et engager plus de personnes, on peut aller au-delà. Et les 32 000 sont d'abord sur le marché belge. Avec ce marché-là, je ne peux pas me dire, OK, je vais commencer à aller sur l'Europe et autres si je n'ai pas les accès ni le réseau pour m'y rendre. Donc aujourd'hui, je suis factuel avec les outils et le temps que j'ai. C'est beaucoup plus par rapport à cela. Ok, merci. Et oui, j'étais aussi un peu étonné que vous étiez tout au début en train de parler d'une application qui s'adresse principalement pour les restaurants. Oui. Puis finalement, quand je vois dans vos leads actuels et dans vos clients actuels, c'est principalement des hôtels. Enfin, vous avez un petit peu expliqué, mais je trouvais que c'était un petit peu... En fait, ce qui se passe, pourquoi aujourd'hui on a plus d'hôtels que de restaurants? Parce que la prospection nous permet de toucher beaucoup plus les hôteliers que les restaurateurs. Étant seul à faire de la prospection, je ne peux pas en fait me permettre de faire du porte-à-porte tout le temps pour les restaurateurs. Car ils ne sont pas toujours là, ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Alors que les hôteliers, ils sont beaucoup plus faciles. N'oubliez pas de voter si vous avez scanné le QR code pour votre avis de maturité. Vous avez encore quelques minutes jusqu'à la fin de ces questions-réponses. Je vous en prie. Bonjour, Xavier Tirand de Hello Vigo, accompagnement de start-up. Bravo pour la présentation, je trouve que c'était clair, c'était efficace avec des plans intéressants. Je reste néanmoins avec une question sur la cinématique réelle. Oui. Donc j'ai compris qu'effectivement le client, on peut faire appel au serveur, que le serveur reçoit une notification pour venir probablement plus rapidement auprès du client. Et puis, c'est quoi? C'est un processus de commande habituel via les interfaces que vous donnez ou... Il y a 2 interfaces. Il y a l'interface qui est en bois avec la montre de monsieur en bleu. Là, elle correspond juste en fait à un appel serveur pour toute demande. Addition, appel simple ou autre chose. Maintenant, le QR code permet d'aller plus loin dans les demandes, spécifier les demandes pour l'eau, pour des nappes, des couverts, etc. Et elle est directement liée au POS, la caisse enregistreuse, car elle permet aussi de lire le menu, mais pas de commander. On lit le menu et on appelle le serveur pour choisir ce qu'on veut. On ne veut pas en fait
confondre cette solution à un QR code existant qui est de commander directement. Car on fait de la restauration et pas du fast-food. Et la commande se fait également via d'autres interfaces que vous fournissez ou non? On peut fournir, mais si on est lié au POS, eux, ils le font avec leur pad ou autre chose, s'ils ont envie de noter la commande dessus. Donc votre solution se focalise sur le fait de, on va dire, fluidifier Exactement. le contact entre le serveur et le client. Et la cuisine et le serveur. Parce qu'avec la cloche, parfois, qu'est-ce qui se passe? Le serveur est loin, il n'entend pas, il vient prendre le plat qui est froid et le client n'est pas content. Il a la possibilité avec soit un bouton ou une tablette, de notifier la table et le plat en question pour le serveur indiqué. Ok, merci. Moi, j'avais une question aussi. Vous ne pensez pas que ça a un peu déshumanisé le rapport client? Moi, j'aime encore bien ce côté main levée où parfois on loupe 5 fois ou 6 fois le serveur. Ça fait partie aussi de l'expérience, non? Pour les restos gastronomiques, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la cible. Aujourd'hui, une main levée qu'un serveur ne voit pas est une commande en moins. Ceci permet en fait de rapprocher le serveur au client. C'est comme les téléphones. Si on va appeler ta maman, qu'est-ce qu'on fait? On prend un téléphone, on appelle. Mais si vous n'appelez pas, vous n'avez aucun contact. Et là, en fait, ça permet au serveur de venir, il continue sa tchatch, il fait ce qu'il a à faire, mais ça ne déshumanise pas. Au contraire, ça rapproche. Donc, c'est pas pour tous les business de restaurants, on est d'accord? Ça ne concerne pas forcément tous les restaurateurs? Pas du tout. C'est comme je l'ai dit, en fait, c'est pour les restaurants qui ont minimum 40 tables, soit pour des terrasses, des rooftops, ou des restaurants qui ont plusieurs espaces ou plusieurs compartiments. Oui, bonsoir. Vincent Flamand, Valorize Solutions, on s'occupe de tout ce qui est le commercial dans le B2B. Ouais. On a un petit client intéressant pour toi qui s'appelle The Fork, au niveau européen. Ça me fait penser à peut-être réfléchir à comment aller faire cette prospection, parce que sinon tu as besoin de 250 personnes dans l'Europe, ce qui ne va pas être rentable, c'est clair et net, et puis il faudra les gérer. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est, tu ne dois pas me répondre maintenant, c'est comment vous avez défini le prix. Oui. Parce que quand tu me dis qu'on augmente la productivité de 30 et des %, pour moi, le 300 ou le 500 ou le 450 sont trop petits. Exactement. Hein, ça, c'est très clair. L'autre, ou trop gentil, ce qui fera que ça n'a pas l'air assez sérieux. Et l'autre élément que j'aimerais amener, c'est quand on a des super noms comme un Van der Valk, tu as Van der Valk, c'est une famille, ils ont un membre de la famille dans chacun des hôtels. Ça veut dire que tu as d'office 220 et des hôtels à aller contacter sur la Belgique, un petit coup en Allemagne, je pense, et un petit coup en Hollande. Bien sûr. Et tu fais un foie et that's it. Donc il y a cet aspect-là peut-être à réfléchir pour pas aller dans le porte-à-porte bête et méchant, j'ai envie de dire. Je vais commencer avec la réponse par rapport au pricing. En fait, au niveau des prix, on s'est dit, on vise d'avoir les restaurants ou les hôtels qui ont un chiffre d'affaires de minimum 30 000 € par mois. Si on fait 1% de cette somme-là comme facturation, ça nous permet d'entrer dans le marché. Et une fois rentré dans ça, on se dit, OK, après 2-3 ans, avec la notoriété qu'on aura, on pourra augmenter les prix en fonction de ce qu'on rapporte. Les chiffres clés qui sont 27% de chiffre d'affaires en plus, c'est le Van der Valk en juillet qui nous le donne. Les autres ne nous ont pas donné ce chiffre d'affaires. Par exemple, la Cour des Dames, un serveur faisait 12 000 pas, et aujourd'hui, il en fait 9 000. Il faisait la même chose qu'il faisait avec 12 000, mais avec 9 000 pas. Donc, ça augmente drastiquement de 30%, voire plus. C'est des chiffres clés qu'on a. Et aussi, le nombre d'erreurs qui est évité à 90%, c'est le domaine des hautes fagnes. Ils m'ont dit, Jorel, avec ta solution, depuis qu'on l'a, on ne rate plus aucun appel. Et donc, ça permet de fidéliser la clientèle et d'avoir un service fiable. Merci. La réponse vous convient. Parfait. Non, maintenant c'est fini. Vous avez vu le micro, donc ça va être compliqué, effectivement. Alors, remonte un petit peu dans les gradins. Bonsoir, Stéphanie Grofis, je suis consultante en communication narrative. Alors, tout d'abord, bravo pour l'idée, le projet est déjà la mise en place. Je vais me concentrer, moi, sur le pitch à proprement parler, dans sa forme aussi, puisque je vois que l'objectif est aussi de lever des fonds. J'imagine que vous allez pitcher devant des investisseurs. Alors, bravo pour le tout début, parce que tu nous envoies du rêve, tu nous dis que tu vas nous raconter une histoire. Évidemment, le storytelling, c'est mon dada, et c'est vrai que les histoires, c'est ça qui crée vraiment un lien et qui permet aussi de partager plus que des faits, aussi de transmettre les émotions. Et donc, tu nous annonces une histoire
et puis tu nous déroules le CV. Alors donc, c'est super d'avoir ce réflexe de se dire je vais raconter quelque chose au lieu de dérouler mon CV, les faits, la proposition de valeur et d'arriver aux chiffres. Mais continue d'exploiter ça, je dirais, va beaucoup plus loin, parce que c'est vrai que c'est ça qui va créer la connexion émotionnelle. Et donc, pareil, quand tu présentes aussi l'équipe, en fait, on ne sait pas grand-chose de vous. Or, aujourd'hui, et je ne dis pas que vous devez raconter toute votre vie, c'est pas ça le storytelling, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais par contre, vas-y va un peu plus loin dans qui vous êtes. Pourquoi, aller plus loin dans le pourquoi, dans la douleur aussi que ça génère, et également dans les bénéfices que ça va apporter au-delà du bénéfice direct, concret, donc les frustrations aussi que ça va résoudre, et le bénéfice aussi beaucoup plus émotionnel. Vas-y aussi avec le cœur, avec les tripes, et je pense que ça peut aussi faire la différence dans un pitch à l'adresse d'investisseurs qui seront beaucoup plus enclins ensuite à participer à la levée de fonds. Merci beaucoup, je prends en note. Quelques conseils. C'est pas évident comme exercice, c'est pas du tout inné, ça c'est certain. Allez, on arrive à la fin de ce question. Je vous laisse encore 10 secondes, je pense que tout le monde a plus ou moins voté à scanner le QR code. On va découvrir votre avis d'expert sur le degré de maturité de ce projet, solitaire. Et on va voir la fusée décoller. Non, c'est sur un projet qui déjà n'est plus sur un projet d'intuition. Il y a déjà des choses qui ont été validées. Donc c'est bien parce qu'il y a une belle marge de progression. Ouais. Chouette quand même, non ? Franchement chouette, oui. Allez, super. Ça encourage. Merci Duril, on peut encore l'applaudir. Merci. Alors ça, c'était pour le premier projet. On va changer du tout au tout au niveau de l'environnement, puisqu'on passe de l'ORECA à la finance, c'est ça ? Exactement. On attend Chouni Dubois qui va venir nous présenter Finki. Voilà, on peut l'applaudir, Chouni Dubois. Sois le bienvenu. Comme tout le monde, 5 minutes, le grand maximum pour le pitch. Oui, tu peux prendre le micro en main si tu préfères, sans problème. Je ne sais pas si on m'entend correctement. On t'entend bien. Ok, nickel. Hop. Eh bien, je vais commencer en vous demandant si je vous dis assurance branche 23, compte à terme, tax renders ETF. Je pense que pour certains d'entre vous, ce sont des termes qui peuvent encore vous paraître flous. Eh bien, pour être honnête, c'est tout à fait normal. Et pourtant, ça, c'est le quotidien des conseillers patrimoniaux qui, chaque jour, tentent de transformer cette complexité en quelque chose de clair pour leurs clients. Bonjour à tous, je m'appelle Chouni Dubois, j'ai 28 ans. J'ai été spécialiste en placement quelques années en banque et assurance et je suis le fondateur de Finki. Alors tout d'abord, d'où vient le problème ? Il faut savoir qu'un conseiller patrimonial passe entre 30 et 60 minutes pour faire l'analyse et la situation du portefeuille d'un client. Et pour des audits plus complets, ça peut prendre jusqu'à plusieurs heures pour faire cette analyse. Actuellement, le problème, c'est qu'il existe encore très peu de plateformes permettant rapidement de standardiser toute cette information et de l'exploiter en rendez-vous client. Et généralement, on reçoit ces documents à travers des relevés PDF, des documents internes de la banque, sous format Excel. Donc voilà. L'impact, c'est une perte de temps pour le conseiller, donc on passe 30 à 60 minutes. Le monde financier évolue relativement vite. On a de plus en plus de complexité au niveau des actifs et de plus en plus de taxes aussi, surtout en Belgique. Et donc, on a très souvent des conseillers, mais surtout des clients finaux qui s'y perdent facilement. C'est pour ça que j'ai décidé de créer Finki. Finki, c'est un assistant patrimonial intelligent qui permet aux conseillers, en l'espace de quelques secondes seulement, en moins d'1 minute, de pouvoir analyser la situation du client, de générer un résumé pédagogique clair et de délivrer un PDF ou un document qui est exploitable directement en rendez-vous. Concrètement, ça se passe comment ? Le conseiller arrive sur la plateforme, il importe un ou plusieurs relevés PDF ou différents formats d'une ou plusieurs institutions différentes. Finki va analyser la situation du client, va ensuite reconstruire les actifs du portefeuille en détectant les risques, le secteur, des éventuels doublons qu'il peut y avoir et générer un résumé pédagogique pour ensuite nous sortir un rapport prêt en quelques secondes qui peut être exploité en rendez-vous.
Donc en termes de valeur, là où un conseiller prenait 30 à 60 minutes, on peut le faire en quelques minutes seulement. Finki sera capable d'aller très loin dans la recherche d'informations, ce qui permettra une meilleure qualité de conseil. Et le but également, au final, c'est que le conseiller s'y retrouve, mais surtout une meilleure compréhension du client. Donc un client qui comprend mieux son patrimoine à travers son conseiller, c'est un client qui a confiance. Et un client qui a confiance, il y a beaucoup plus de bouche à oreille et on a plus tendance à rester et à conseiller. Au niveau de la demande, donc j'ai déjà discuté avec plusieurs professionnels du secteur. On a un directeur de plusieurs agences bancaires qui est déjà prêt à payer 300 € par mois pour cette solution. Un family office également, donc la couche un peu supérieure, prêt à payer 500 € par mois pour cet outil. Mais on a surtout cette volonté de tester rapidement l'outil en conditions réelles. Au niveau du business model, donc ce serait un SaaS, donc Service as a Software, avec une formule d'abonnement mensuel qui va entre 249 et 499 € par mois en fonction des formules. Il faut savoir que le revenu moyen par client estimé est de 349 € par mois pour un coût technique de 20 € par mois par client. À partir du moment où on atteindrait les 30-40 premiers clients, on atteindrait déjà notre seuil de rentabilité. Et à partir de 100 clients, on atteindrait déjà les 35 000 € de revenus mensuels récurrents. Au niveau de notre cible client, donc on l'estime à 7000 professionnels avec une grosse partie composée de courtiers d'assurance indépendants, des agents bancaires également indépendantes, family office, conseillers patrimoniaux. Et le but, c'est de pouvoir ensuite évoluer vers le marché français et européen. Au niveau de l'ambition, Finki ne veut pas rester dans l'analyse de portefeuille uniquement, mais essayer de devenir un genre de système d'exploitation patrimoniale permettant de centraliser toutes les informations du client, de simuler plusieurs types de scénarios, intégrer une dimension successorale également, et d'accompagner surtout le conseiller dans ses décisions. Aujourd'hui, nous souhaitons lever 150 000 € afin de finaliser le produit et financer 12 mois de développement, me permettre également de me consacrer à 100% au projet, finaliser le produit et atteindre rapidement nos premiers clients pour atteindre le seuil de rentabilité. Et pour terminer, actuellement, on cherche les premiers utilisateurs, des partenaires du secteur financier, assurance ou autres, et des investisseurs pour permettre d'accélérer le développement du projet. Et je terminerai en disant que Finki, c'est vraiment un outil d'analyse, pas un outil de conseil. Il est vraiment là pour accompagner le conseiller dans ses décisions et pas pour le remplacer. Voilà. Merci Chely Dubois, ça va? C'est l'exercice terminé. Quand je dis, c'est pas quelque chose d'inné, un peu stressé avant? Oui, pas mal, oui. Et puis après, ça va. On parle quand même de choses que normalement tu connais bien. Oui. Mais on vient défendre ça devant des personnes forcément qui ont un œil particulièrement critique. Peut-être une première réaction au niveau du public. Je vous écoute, nous vous écoutons. Bonjour, je m'appelle Fabienne Bister et après 30 ans dans un pot de moutarde, je suis actuellement mentor au Venture Lab, donc j'accompagne beaucoup de jeunes avec des nouveaux projets. Et ce qui m'intrigue un petit peu, c'est cette notion de 30 à 60 minutes par analyse. Enfin, j'ai l'impression, j'ai un peu de sous dans quelques banques différentes. Et donc ma première question, c'est comment se fait-il que ça soit si long? J'ai pas l'impression que mes conseillers financiers mettent autant de temps à analyser. En plus, je reçois régulièrement des rapports automatisés sur mes placements. Donc ça m'intrigue, cette histoire de 30 à 60 minutes, c'est une chose. Une autre chose, parce que j'accompagne aussi des projets dans le monde de la finance au niveau du Venture Lab, c'est que avoir accès aux données des banques ou qu'elles introduisent, ça c'est très très compliqué. Il y a plein de protections des clients, pas seulement le RGPD, mais ça va beaucoup plus loin au niveau des banques. Et enfin, le souci aussi, c'est que moi perso, comme je vous dis, j'ai mis des sous dans plusieurs banques, même si c'est pas beaucoup, du coup ça répartit, mais j'ai pas du tout envie qu'il y ait un banquier qui ait toutes mes données. Pourtant ils font tout pour les avoir. Hein. Mais et donc voilà, c'est les 3 points où je me demande, mais comment ça se fait qu'ils mettent tant de temps à analyser un dossier alors que je reçois plein de choses informatiques. Enfin voilà, vous avez entendu les questions. Ouais, tout d'abord, merci pour votre question. Pour vos questions. Au niveau de 30 à 60 minutes par analyse, donc, j'ai travaillé en tant que spécialiste en placement. Ça dépend généralement le type de portefeuille. Si un client a tous ses investissements dans la même structure, dans la même banque, c'est plus simple à analyser. Mais on a parfois, plutôt pour des agences indépendantes, donc qui font à la fois de la banque et qui travaillent avec différentes compagnies d'assurance,
quand on fait la situation d'un client, avant le rendez-vous, généralement, on s'y prépare quand même un minimum. Et le but, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qu'il a au niveau de la banque, qu'est-ce qu'il a au niveau de l'assurance dans telle compagnie, de rassembler toutes ces informations-là pour ensuite vraiment faire une vue d'ensemble, en fait. Donc, c'est plutôt pour ça que je dis 30 à 60 minutes. En discutant avec des family office pour des audits plus complets, en prenant tout l'aspect successoral, le régime matrimonial et les avoirs bancaires, ce family office peut mettre plusieurs heures en fait pour faire cette analyse, pour bien tout prendre en compte avant de donner le conseil. Donc c'est par là que j'entends les 30 à 60 minutes pour faire l'analyse. Votre deuxième question, c'était Ah oui, au niveau de la sécurité des données. Mais en fait, oui, que de rassembler des informations bancaires dans un SaaS, c'est extrêmement complexe. Oui. Donc le but, pour l'instant, c'est pas de se connecter à travers des API bancaires, histoire d'avoir les données des clients. Mais c'est encore assez manuel. Alors, je vais partir du principe qu'on avait quand même pas mal de clients, en tout cas là où je travaillais, donc on était assez proche des clients, on était encore quelque chose d'assez local. Et on avait des clients qui nous demandaient, ben voilà, j'ai des avoirs ailleurs, est-ce que vous pouvez regarder, est-ce que vous pouvez me donner un avis? Généralement, les banques conseillent rarement autre chose, ne peuvent pas vraiment donner de conseils sur ce que la personne a dans une autre institution, mis à part vendre, par exemple. Mais je veux dire, à partir de ce moment-là, au niveau de la sécurité des données, c'est toujours l'accord du client, avant tout. Donc, si le client est d'accord de partager ces informations-là, que ce soit avec son conseiller ou que ce soit avec la plateforme, on doit avoir cet accord-là. Et le but, c'est de respecter tous ces côtés de réglementation RGPD, protection des données, le droit à la suppression définitive des données également. Donc voilà. Et pour la dernière question, ce serait plutôt... C'est que vraiment, quand on est proche, généralement, des clients, donc je peux entendre l'argument d'un client qui ne souhaite pas, si jamais il va voir son conseiller, de savoir ce qu'il a ailleurs. Il préfère garder ça. Et ça, pour ces conseillers-là, le FinKey n'est pas vraiment l'outil idéal pour ses clients. Par contre, là où j'ai travaillé, on avait des clients qui, on avait une très bonne relation avec, on n'était pas forcément à la banque principale, mais qui nous demandaient généralement des avis et de savoir ce qu'ils devaient faire. Alors, si on a un client qui a 100 000 euros chez nous et il a 200 000 euros ailleurs, s'il demande un conseil en investissement, on pouvait lui donner un conseil en investissement sur les 100 000. Mais c'est bien d'avoir la majorité et la situation globale du patrimoine quand même, histoire d'avoir un conseil qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus adapté au client. Ou sinon, on fait notre partie de conseil en investissement sur les 100 000 euros. Mais si de 100 000 euros ailleurs, ils sont exposés, je ne sais pas, sur le marché US, il va être exposé à 2/3 sur quelque chose de plus agressif que ce qu'on aurait pu conseiller. Donc voilà, c'est plus pour la proximité. Il y a beaucoup de clients qui demandent, des clients qui sont dans des courtiers, qui ont des courtiers d'assurance, où ils aiment bien avoir une vue globale sur leur situation. Et ça facilite aussi le travail du conseiller. Voilà, c'est raccourcir un tout petit peu les questions et les réponses aussi, parce que sinon on ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde. On a une autre question de l'autre côté. N'oubliez pas, quand vous êtes forgé votre avis, en tout cas de voter voter en tout cas de donner votre avis sur le taux de maturité du projet qui est présenté. Bonjour, moi je suis Olivier Simonis, je suis entrepreneur et investisseur dans le SaaS. Je suis aussi mentor de Scale Up pour la Fondation Pulse. J'ai toujours pas tout à fait bien compris l'input. Qu'est-ce qu'elle les données qui allaient nourrir finalement ton système de recommandation. Il faudrait peut-être juste que tu reviennes dessus. Oui. Et alors, ce qui m'intéressait de savoir aussi, c'était finalement le cœur de réacteur de ton application. Est-ce que c'est de l'IA et comment finalement, sur quoi vont être basées les recommandations que ton système va proposer aux conseillers patrimoniaux? Oui. Donc, au niveau de comment ça fonctionne, donc oui, on utilise l'IA. Ce qui est bien, c'est qu'on a notre structure nous permet de pouvoir changer de type d'IA. Donc ça pourrait être très bien ChatGPT, Claude, Mistral, idéalement aussi. Et en fait, ça se passe comment? On a l'importation des relevés PDF. Donc il faut qu'il y ait d'abord des documents ou sous format Excel, CSV, un peu n'importe. Tout type de format pourrait être globalement pris en compte. On importe ces documents-là sur la plateforme et là, à partir de ce moment-là, l'IA va analyser et regarder ce qu'il y a dans le portefeuille. Encore une fois, l'IA ne va pas donner de recommandations. L'IA, on l'a structurée pour qu'elle analyse froidement les données et qu'elle soit le plus objective possible en regardant vraiment ce qu'il y a dans les fonds. À partir de ce moment-là, elle fait un résumé pédagogique sur ça et ensuite, ce sera le PDF qui pourra sortir pour le rendez-vous. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Emmanuel Briard.
Ah bah merci. Ouais. Sinon, je passe tout de suite après. Moi, j'ai une petite question très courte, du coup. Tu dis, on sent une espèce de loyauté en disant, c'est pas pour remplacer les collègues. Pourquoi qu'est-ce qui t'empêche de vendre ça en B2C et que, en fait, finalement, les gens chargent, comme Madame charge tout son patrimoine, puisqu'elle sait que c'est sécurisé et qu'elle-même gère ça, puisque de toute façon, c'est une IA qui fait la recommandation. Pourquoi est-ce que tu veux passer par un intermédiaire et que tu n'ouvres pas ça en direct Oui, c'est assez simple. On va pas se le cacher, de plus en plus, on peut avoir une mauvaise image des banques. On a de plus en plus de gens, surtout la nouvelle génération, qui demandent des conseils d'investissement sur ChatGPT, par exemple, et qui va fort être indépendant un petit peu des banques au lieu de notre ancienne génération, on va dire. Moi, je trouve que le but derrière, c'est pas de remplacer le métier de conseiller par tous des outils externes de l'IA, etc. Oui, on peut le faire, mais je veux pouvoir avoir un projet qui permette aux conseillers de garder cette mainmise et de rassurer les clients de ne pas voir les conseillers disparaître tout simplement. Et un outil pareil qui aide les conseillers, ça leur permet d'y voir plus clair et d'être aussi également plus proche des clients en ayant une meilleure compréhension de tout ce qui compose le portefeuille. Donc le but derrière, c'est vraiment pas de tout donner de donner tout pouvoir au B2C, mais de permettre aux conseillers de reprendre un peu le dessus sur le fait que tout le monde de plus en plus utilise Revolut, Trade Republic, j'en cite quelques-uns, mais de donner ce pouvoir et les cartes entre les mains des conseillers. Et je vais prolonger quelque part. J'imagine que tu étudiais la concurrence. Moi, j'utilise Finari. Comment tu te positionnes par rapport à Finari ? Donc, on connaît très bien Finari. Donc, Finari est plus dans le tracking de patrimoine de manière générale, avec la possibilité d'investir à travers leur plateforme aussi. Ici, le but, déjà, c'est pas à destination du B2C, c'est vraiment pour le B2B. Et on va un petit peu plus loin dans le sens où on a vraiment cette analyse qui est poussée de manière froide. On n'est pas là pour traquer le patrimoine en temps réel du client. C'est plus de manière ponctuelle en fait. Au moment où le conseiller a un rendez-vous avec le client, s'il souhaite y voir plus clair, qu'il a accès à différents types de documents et ce qu'il a ailleurs, ça lui permet de faciliter ce rendez-vous. Principalement, c'est pour ça. Voilà, merci beaucoup. Dernière question rapidement. Le temps que le micro remonte jusqu'à vous. Droite-gauche, là. Merci. Frédéric, je suis intégrateur Odoo au sein de coopérative Inoya. Petite question, qu'est-ce que peut faire en fait le responsable, l'utilisateur pour personnaliser le résultat ? Est-ce qu'il peut mettre quelque part sa patte dans l'outil ? Oui, tout à fait. Donc, on va intégrer par la suite des métriques un peu plus personnalisées, si on veut voir la volatilité du portefeuille de manière générale, un benchmark personnalisé aussi, qui sera possible. Généralement, quand on a des investissements, on peut se baser sur un benchmark, le MSCI World, je prends un exemple, de pouvoir personnaliser ça, et le PDF qui sera également personnalisable en fonction de la structure, de pouvoir avoir son logo, son UX, je veux dire un petit peu tout ça, qui permettent, quand le client va chez son conseiller, il reçoit le document, mais il sait que le document est de son conseiller. Voilà. Merci beaucoup. On va découvrir le degré de maturité selon nos experts, en tout cas selon le vote du public de ce projet Finki. On va découvrir ça dans quelques instants, mais voilà la petite fusée qui va décoller. Un petit peu stressant, hein. Et voilà, on est au premier stade pour l'instant, on est au stade des intuitions et pas, on a encore un petit peu maturé visiblement ce projet pour la plupart des personnes présentes. Merci Julie Dubois. Merci beaucoup. Et on va encore l'applaudir évidemment. Pascaline, c'est déjà l'heure de notre dernier pitch. Ça va tellement vite, mais restez là, puisqu'il y aura une autre série de 3 pitchs, bien évidemment. On va prendre un peu de hauteur. On va partir sur les toits, si j'ai bien compris. Sur les toits, avec l'énergie solaire. Ils sont déjà prêts, d'ailleurs. Ouais. Alors, moi, j'ai Martin Boulanger, mais visiblement, il n'est pas le seul. Martin Boulanger, il est venu avec des collègues. Peut-être avant de commencer le pitch, présenter un peu vos collègues. Oui, c'est ça. Donc ici, moi, je m'appelle Martin Boulanger. Je suis un des 3 associés à l'origine de Volterra. Et donc voilà Arthur Silis, 2e associé, et Maxence Dehaye, le 3e. Eh bien parfait, on va attendre, on peut les applaudir. Et vous avez 5 minutes pour pitcher Volterra. Donc bonjour à tous. Voilà, moi j'aimerais commencer mon pitch avec une statistique intéressante.
En fait, 16%. 16%, c'est la part du renouvelable, la part du solaire, pardon, dans le mix énergétique belge en 2025. Et donc c'est bien, le solaire et le renouvelable sont en pleine progression en Belgique, mais derrière cette progression, il y a toute une série de problématiques qui s'en suivent. Et en fait, ces problématiques, elles sont surtout issues du fait qu'on produit et on ne consomme pas toujours en même temps. Or, l'électrique, c'est toujours difficilement stockable en grande quantité et ça engendre souvent des coûts assez importants. Et donc la solution par défaut, c'est souvent de revendre en fait tout notre surplus de production à notre fournisseur à un prix assez dérisoire. Et donc la solution idéale, en fait, ce serait d'essayer de maximiser l'autoconsommation locale et surtout d'essayer de valoriser en fait tout notre surplus de production. Eh bien, si je vous disais que cette solution, elle existe déjà aujourd'hui grâce à un mécanisme qui est encore trop peu connu aujourd'hui, qui est le partage d'énergie. Et donc ici, je vais essayer de vous expliquer le partage d'énergie dans son mécanisme en fait le plus simple, le partage d'énergie entre deux voisins. Et donc dans ce système, il faut s'imaginer un producteur qui est propriétaire d'une installation photovoltaïque et un consommateur. Et donc ce producteur et ce consommateur sont deux voisins. Et en fait, l'installation photovoltaïque, elle va d'abord servir au producteur pour sa consommation locale. Et la seule différence ici, c'est qu'on va venir installer un compteur intelligent qui va venir mesurer de manière très précise et continue tout le surplus de production que le producteur ne consomme pas. Ce surplus de production, il va être injecté sur le réseau et alors on va venir étudier si simultanément à cette surproduction, il y a une demande de la part du consommateur en termes d'énergie. S'il y a bien une simultanéité, alors on va pouvoir mettre en place un système de partage d'énergie. Et en fait, à la fin, tout le monde est gagnant parce que le producteur, il va pouvoir revendre son surplus de production au consommateur et donc le valoriser. Le consommateur, il va acheter de l'énergie à son voisin à un prix inférieur de celui de son fournisseur et à la fin, toute la communauté est contente parce qu'on a réduit notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc en réalité, le partage d'énergie, il existe trois mécanismes. Il y a le partage d'énergie entre voisins que je viens de vous expliquer, mais il y a aussi le partage d'énergie au sein d'un même bâtiment, donc qui concerne ici vraiment que les copropriétés. Et puis à plus large échelle, on peut aussi partager l'énergie, par exemple, à l'échelle d'un village. Et donc c'est sur base de cette deuxième configuration que nous avons décidé de créer Volterra, afin d'offrir une solution qui soit rentable et accessible à tous les copropriétaires d'immeubles qui souhaitent mettre du solaire sur leur toit. Pourquoi rentable ? Parce que chaque kilowattheure qui va être produit sur le toit, qui va passer par le compteur des communs et qui va aller trouver le colocataire dans l'immeuble, va être exonéré de 80% des frais de réseau. Et ça change toute la donne sur les calculs. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on propose ? On propose d'installer les panneaux solaires et derrière ça de gérer le partage sur toute la durée de vie de l'installation. Concrètement, on va s'assurer que le kilowattheure produit va trouver le bon copropriétaire ou colocataire et que chacun aura droit à un petit peu la même chose. Là-dessus, on prend juste un fee au kilowattheure pour chaque kilowattheure partagé. Et ensuite, pour que tout soit intégré dans une sorte de package all-in-one, donc on gère le projet de A à Z, on propose de financer l'installation pour qu'il y ait zéro capex pour la copropriété. Et alors pour aller plus loin, étant donné que l'un des gros piliers de la rentabilité du projet, c'est l'autoconsommation sur le compteur sur lequel il y a les panneaux solaires, on propose de mettre des chargeurs pour voitures en plus, ce qui permet d'augmenter la rentabilité pour la copropriété et d'autre part, ça permet de diversifier notre offre sans avoir à démarcher de nouveaux clients. Alors, en résumé, on aide les copropriétaires d'immeubles, premièrement, à réduire leurs coûts énergétiques, simplement en réduisant leurs factures d'énergie, à augmenter la valeur de leurs biens en augmentant en fait leur PEB et à augmenter également le confort de leurs locataires en leur donnant accès au partage d'énergie et peut-être aussi aux bandes de recharge. Alors voilà, qu'en dit le marché ? En fait, nous, on se concentre sur la Wallonie et sur Bruxelles. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 700 000 appartements en copropriété en Wallonie et à Bruxelles. Sur ces 700 000, nous, on se concentre principalement sur les copropriétés de moyenne à grande, c'est-à-dire les copropriétés qui contiennent entre 10 et 100 appartements. Là-dessus, on considère que c'est plus ou moins 500 000 appartements en Wallonie et à Bruxelles et que pour l'instant, il y a moins de 5% de ces copropriétés qui ont du solaire sur les toits. En plus de ça, si on prend un peu les chiffres de la mobilité électrique, on remarque qu'on a plus ou moins 400 000 véhicules électriques aujourd'hui en Belgique. On vise les 2 millions en 2030 et donc c'est une progression qui pourrait beaucoup nous aider également. Niveau projection financière, la boîte Volterra a déjà été créée fin de l'année dernière. Pour l'instant, on a signé 2 projets.
En fait, il faut bien rappeler qu'on a deux différents revenus. Premièrement, c'est les revenus fixes, donc les marges pour chaque installation. Et ensuite, c'est aussi les revenus récurrents, que ce soit pour la gestion du partage d'énergie ou pour la gestion des bandes de recharge. Donc voilà, pour l'instant, on a signé 2 projets, donc on situe plus ou moins à 100 000 € de chiffre d'affaires. Il faut savoir plus ou moins quand on arrive à présenter les projets en assemblée générale, pour l'instant, on a un ratio de 1 projet converti sur 3. Et donc, on espère en convertir plus ou moins 15 sur l'année 2026. Ça nous ferait donc 45 présentations en assemblée générale. Et voilà, l'année 2027, on espère en convertir plus ou moins 25 de plus. Et il y aura aussi le début du revenu récurrent, ce qui pourrait nous faire progresser assez vite. Donc voilà, aujourd'hui, pour conclure, nous, on n'est pas vraiment à la recherche d'investissement, d'investissement directement. Ce qu'on recherche, c'est plutôt des conseils, également des contacts, et de faire passer le message correctement, parce que souvent les gens, c'est encore très peu connu le partage, et on a envie vraiment de le vulgariser, et voilà, un peu de visibilité aussi. Donc voilà, merci pour votre écoute. Bravo, alors je n'ai malheureusement qu'une seule chaise, donc soit vous jouez au jeu de la chaise musicale, soit vous décidez rapidement, mais ok, parfait, oui, c'est une façon de voir les choses. Mais voilà, première question peut-être sur la présentation du projet Volterra. On en a une là, on passera chez vous évidemment juste après. Bonjour, je m'appelle Caroline Menin, je suis responsable de l'incubateur en économie sociale, l'incubateur Wallon. Donc on a une visée wallonne et pas uniquement namuroise. Je suis un peu étonnée dans votre pitch que vous ne mettiez pas en avant l'aspect transition, l'aspect énergie verte, l'aspect local, parce que je pense que ça peut être très vendeur pour le moment, et je ne le vois pas, je ne comprends pas. C'est vrai que c'est peut-être pas ce qui a été mis le plus en avant, mais en effet, on essaye de le mettre pas mal en avant. Maintenant, on remarque qu'aujourd'hui, dans les copropriétés, on a beau avancer ce énergie verte, il y a vraiment, c'est beaucoup les chiffres qui pèsent. Qu'est-ce que ça va, combien je vais investir, qu'est-ce que ça va me rapporter, et on remarque que finalement, on le met en avant, mais c'est pas du tout ça qui fait la grosse différence actuellement. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, mais. Ouais, c'est ça. Et donc, pour accompagner la réponse ici, en fait, on cible, nous, les copropriétés parce qu'il y a cette exonération de 80% des frais de réseau. Et en fait, si on regarde en Belgique, les seuls partages d'énergie qui se développent pour l'instant, c'est le partage d'énergie en copropriété, parce que c'est le seul système qui permet de bénéficier de cette exonération. Et donc voilà, on se rend bien compte que le côté économique, c'est le plus important aujourd'hui. Parfait, il y avait une question un petit peu plus loin là-bas, système d'exonération qui va tenir autant que ça tient, évidemment. Oui, en tout cas aujourd'hui, c'est valable. Bonjour, Benoît Vriens, cofondateur de l'agence SPED. Je suis aussi UX designer. Et c'est plus l'aspect justement public cible que j'ai pas bien compris, moi. Donc là, effectivement, il y a un centrage sur les copropriétés. Mais par exemple, est-ce que ça fonctionne mieux dans une copropriété avec finalement un panel d'utilisateurs qui est assez différent, à savoir des gens qui travaillent la journée à la maison, d'autres qui sont pas là, donc du coup, un commerce en bas, une grand-mère qui est retraitée. Voilà. Là, j'ai pas bien suivi, pas très bien compris cette partie-là de la copropriété. En fait, c'est justement pour ça qu'on disait qu'on cherchait une certaine taille, parce que souvent, plus il y a d'appartements dans une copropriété, plus il y aura tous ces profils différents qu'on va retrouver. Et donc, on est certain que sur le surplus qui sera injecté, il y a plus de chances que sur le surplus injecté, il y ait un preneur à l'instant T dans la copropriété, quoi. Mais donc, moi, en fonction du fait que je suis un commerçant qui habite au rez-de-chaussée, ou que je suis toujours absent parce que je travaille à l'extérieur, est-ce que je suis moins ou plus bénéficiaire du système ? Alors, en fait, on va pas rentrer dans les détails, ça va être trop technique, mais le but, c'est d'essayer de valoriser le plus d'électricité qui sort des panneaux. Et donc, si on est commerçant toute la journée, on va gagner plus que la personne qui n'est pas forcément là, mais celui qui gagne plus contribue le plus aussi à la copropriété, parce qu'il rachète quand même un tarif l'énergie à la copropriété. Et donc au plus il achète, au plus il contribue à la copropriété, et au plus il gagne aussi, mais c'est du win-win-win, quoi.
N'oubliez pas de voter, hein, de voter en tout cas, d'utiliser votre petite application ça fonctionne pas, Emmanuel Briard, non? Petit refresh de la page, peut-être, ou sinon rescanner le code sur une autre page, évidemment. Nouvelle question dans le public. Donc, Xavier Tirand d'Hello Vigo. Donc ici, ça veut dire qu'il doit y avoir, pour que ça soit intéressant, une surproduction. Oui, tout à fait. Il y a toujours, quand on dit mentionner une installation solaire, donc là, ça va être sur les communs, typiquement, qu'on va la raccorder, il y a quasiment constamment une surproduction aux heures de fort ensoleillement, donc à midi, beaucoup en été. Et c'est ce surplus qu'on valorise, en fait. Le reste, c'est quand même autoconsommé par les communs, donc c'est aussi une économie directe d'énergie qu'on ne doit pas aller chercher sur le réseau. Okay. Et peut-être pour accompagner la réponse ici, du coup maintenant comme on sait qu'on va pouvoir valoriser beaucoup plus l'énergie, on va vraiment surdimensionner l'installation photovoltaïque, pas juste pour les communs, mais tout en sachant qu'on va pouvoir après redistribuer l'énergie. Voilà. Ne vous battez pas. Moi, j'avais 2 petites questions. La première question, j'ai pas bien suivi ça peut-être, mais vous avez déjà fait concrètement une installation aujourd'hui ou bien c'est toujours en discussion avec les copros? Là-dessus, on a signé déjà des projets ici, mais sachant qu'en Assemblée Générale, il faut un certain délai pour dire que les gens peuvent se retourner contre le projet et tout ça. Et donc, c'est des projets ici qui vont être installés bientôt, mais qui sont déjà acceptés, évalués. Et deuxième petite question, j'imagine que dans le processus de commercialisation, les syndics vont être un partenaire important, j'imagine, avec qui vous allez travailler. Et si oui, c'est oui évidemment, c'est quoi la réaction qu'ils ont eue par rapport à votre projet? Donc les syndics, ça dépend un peu, il y a eu tout type de réaction, mais il y a des syndics qui sont vraiment à fond dans le projet, et donc eux c'est chouette parce qu'ils nous aident vraiment à vendre le projet, parce qu'ils trouvent qu'il y a vraiment un bel intérêt. Maintenant voilà, la crainte toujours de tout le monde, c'est assez nouveau, et on remarque que quand c'est assez nouveau, les gens ont du mal à faire confiance, et on a vraiment besoin ici de ces références pour montrer que ça fonctionne bien, et que les gens peuvent avoir confiance et ont des chiffres concrets pour... qu'on a des chiffres concrets à leur montrer. Oui, donc Tony Polino, je suis designer industriel et je me pose la question, puisqu'on parle de surproduction, est-ce que vous avez envisagé dans le système, je veux dire l'état de l'art technique aujourd'hui, c'est de mettre des batteries aussi pour pouvoir absorber ce surplus et en faire un tampon. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous proposez ? En effet, là pour l'instant, dans les projets, d'ailleurs il y a un des projets où il y a des batteries dans le projet. C'est vraiment l'idée de la batterie, c'est de se dire, le cycle dans les copropriétés, on a beaucoup de consommation au matin quand les gens partent au bureau, parce qu'il y a les ascenseurs, les portes de garage, et au soir quand ils rentrent. Et donc la batterie sert vraiment pour ce petit cycle jour-nuit. Et il y a surtout le surplus, c'est surtout de se dire, tiens, en hiver, on arrive à avoir assez d'énergie produite pour dire, avec la batterie et de tout autoconsommer dans les communs. Et alors, on remarque que quand on arrive en mars, avril, mai, juin, juillet, là, on a vraiment ce surplus qui est partagé, mais plutôt pendant les mois d'été, quoi. Merci. Une dernière question dans le public, puis on regardera le vol de la fusée, évidemment. Pour compléter la question d'Olivier, comment est-ce que vous avez validé votre technologie ? Est-ce que vous avez fait des chantiers ? Vous avez fait Qu'est-ce qui nous permet d'avoir une certaine confiance dans la solution que vous proposez ? Pour l'installation ou pour le partage ? Les deux. Pour l'installation, le solaire, ça fait plusieurs dizaines d'années aujourd'hui que ça existe sur les toitures. Pour le partage, c'est assez récent, mais il y en a déjà qui existent, notamment sur Bruxelles, beaucoup. Et il y a même des outils qui existent pour gérer ce partage. Donc en recherchant un peu et en appelant il y a des organismes qui sont là pour faciliter tout ça, on peut mettre ça en place assez facilement, quoi. Parfait, merci. On va découvrir à quel étage la fusée va s'arrêter pour vous. On va continuer jusqu'au bout. Vous avez tous scanné le petit QR code, ou presque tous scanné le petit QR code. Ça fonctionnait, pour ce fameux degré de maturité. On est sur l'ascension. Voilà un modèle qui commence à s'installer, qui doit encore se confirmer. Merci beaucoup, messieurs, pour ce projet Volterra.
Et Emmanuel Briard nous rejoint. Tu peux prendre le micro si tu veux. Voilà, Emmanuel Briard nous rejoint du réseau Entreprendre, qui a écouté avec attention les 3 projets. Je remarque une chose, 3 manières de communiquer très différentes aussi, ça je suis un peu plus dans mes compétences, 3 univers aussi graphiques très différents. Pour le reste, 3 projets qui sont forcément on peut dire à l'opposé, mais dans les enjeux sont tellement éloignés l'un de l'autre. Hein. Mais moi, je vais commencer par quelque chose de commun aux 3. C'est qu'en fait, ils répondent tous les 3 à des problèmes de la société. Et ça, c'est toujours intéressant de bien identifier un problème. Je pense que ça, c'est la base, mais vous l'avez tous les 3 réussi. Alors, ce que je dis aussi, c'est que ce genre d'exercice, c'est un échange. Et c'est vrai que des fois, le pitch, on a un peu tendance à passer en phase commerciale, absolument vouloir convaincre. Et en fait, vous avez un panel brillant et plein de conseils. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur dans un pitch de se dire, OK, j'en prends note, ça fait avancer mon projet, etc. Il y avait des réponses et des argumentations qui étaient vraiment intéressantes, mais il y a aussi vous avez reçu plein de trucs et ça va être utile pour le futur. Ouais, c'est le principe évidemment de cette pitch party, de pouvoir outiller quelque part les porteurs de projets. Et puis, comme on disait tout à l'heure, ça va se prolonger en discussion. Ça, j'en suis certain. Après, le générique final, autour des tables rondes où on va se dire les choses peut-être parfois de manière un peu plus fine sur les enjeux de chaque projet. Ça fait quoi, Pascaline, quand on les suit là comme ça, quand même depuis quelques mois, de les voir terminer leur pitch et de confronter au monde professionnel? Bizarre quand même. Ils peuvent être fiers d'eux. En tout cas, ils ont super bien bossé depuis la candidature. Et donc, ils ont tous les 3 géré ça comme des pros. Ouais, je pense qu'on peut encore les applaudir, évidemment. Merci en tout cas aux 3 projets, 3 autres dans une autre émission, vous le savez, puisqu'on a enregistré en toutes 2 émissions et 6 projets, 6 pitchs que vous pouvez découvrir sur Bouquet. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée ou une excellente soirée selon. Au revoir.